La Seconde Guerre mondiale, conflit mondial sans précédent, a plongé le monde dans les ténèbres. Des millions de vies ont été fauchées, des villes entières rasées, des populations déplacées. L'idéologie nazie, fondée sur la haine et la domination, a conduit à un génocide industriel, l'Holocauste anéantissant des millions de juifs, de roms, de personnes handicapées et d'autres groupes persécutés. Les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki ont marqué un tournant tragique, révélant l'horreur absolue que l'homme est capable d'infliger. Vous avez compris, aujourd'hui on parle de la Seconde Guerre mondiale, et plus précisément de toutes les conséquences que cela a engendrées de manière culturelle, économique ou bien encore sociale. Mais d'abord, petit résumé de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale constitue le conflit armé le plus vaste que l'humanité ait connu, mobilisant plus de 100 millions de combattants de 61 nations, déployant les hostilités sur quelques 22 millions de kilomètres carrés et tuant environ 62 millions de personnes, dont une majorité de civils. La Seconde Guerre mondiale est aussi la plus grande guerre idéologique de l'histoire, ce qui explique que les forces de collaboration en Europe et en Asie occupées aient pu être solidaires de pays envahisseurs ou ennemis, ou qu'une résistance ait pu exister jusqu'en plein cœur de l'Allemagne nazie en guerre. Guerre totale, elle gomme presque entièrement la séparation entre espace civil et militaire et donne lieu, dans les deux camps, à une mobilisation massive des ressources non seulement matérielles, économiques et scientifiques, mais aussi morales et politiques, dans un engagement des sociétés tout entières. La somme des dégâts matériels n'est pas évaluée avec certitude, les pertes en vie humaine et les traumatismes collectifs et individuels sont considérables, la violence ayant pris des proportions inédites. Le conflit donne en effet lieu à de multiples crimes de guerre, crimes favorisés et banalisés par une violence militaire et policière d'une intensité et d'une profondeur inégalées, cette violence, notamment contre les civils, étant parfois un élément de la stratégie militaire. On assiste ainsi à l'émergence, à une échelle inconnue jusqu'alors, de crimes de masse particulièrement atroces et pour certains sans précédent, tout particulièrement à l'instigation de l'Allemagne nazie et du Japon impérial. Parmi ces crimes figurent des massacres génocidaires, allant jusqu'à une organisation industrielle s'appuyant sur la déportation en camps de concentration, camps de travail et centres d'extermination, comportant des chambres à gaz à des fins d'extermination de populations entières ou de catégories particulières d'individus. L'ampleur des crimes des vaincus suscite la définition d'une incrimination nouvelle par les vainqueurs. Le crime contre l'humanité, appliqué notamment au génocide des Juifs d'Europe. Le régime Showa n'est nullement en reste en Asie avec, à son actif, 10 millions de civils chinois enrôlés de force par la Kohaïn de Manchukuo, environ 200 000 femmes de réconfort enrôlées en Corée et dans tout l'Extrême-Orient, ainsi que l'annihilation systématique de civils, principalement en Chine. Pour les civils, la guerre a été un cauchemar éveillé. Les bombardements incessants, la peur grandissante ont marqué leur quotidien. Les femmes ont dû remplacer les hommes partis au front, et les enfants ont grandi dans la terreur. Les camps de concentration et d'extermination présents partout en Europe ont incarné l'horreur absolue. La guerre a laissé des cicatrices profondes dans la société, marquant les esprits à jamais. Il faut ajouter à cela l'assassinat systématique de résistants et d'opposants politiques, ainsi que les représailles contre les civils, comme le firent par exemple les nazis, les viols généralisés des femmes dans les territoires ennemis occupés, crimes perpétrés tant par un camp que par l'autre, et à une moindre échelle dans les territoires amis, les expérimentations sur des êtres humains auxquels se livrèrent des médecins nazis, tels le SS Joseph Mengele et l'unité japonaise 731, les bombardements aériens massifs de civils, d'abord par l'Axe en Europe et en Asie, puis par les Alliés. Développée par les États-Unis lors du conflit, la bombe atomique est utilisée pour la première fois de l'histoire. 2 bombes A, larguées sur des cibles civiles par les États-Unis, explosent à 3 jours d'intervalle à Hiroshima et à Nagasaki. La Seconde Guerre mondiale propulse les États-Unis et l'URSS, principaux vainqueurs, au rang de superpuissances concurrentes appelées à dominer le monde et à se confronter dans une vive rivalité idéologique et politique pendant près d'un demi-siècle et à s'affronter militairement par états interposés comme pour la guerre de Corée, celle du Vietnam ou celle encore d'Afghanistan. Elle scelle le déclin des vieilles puissances impériales d'Europe et ouvre le processus de décolonisation qui s'accélère dans l'après-guerre en Asie, dans le monde arabe et en Afrique jusqu'aux années 60. Au niveau international, une nouvelle forme de coopération se met en place. L'Europe d'après-guerre est le catalyseur de la création de programmes mondiaux tels que l'ONU ou encore l'OTAN. Durant la guerre, plusieurs documents sont signés par des puissances alliées contre l'Axe, comme la déclaration de Saint-James en 1941 ou la déclaration des Nations Unies en 1942. Après une série de conférences pour organiser l'après-guerre, 51 États signent la Charte des Nations Unies le 26 juin 1945. Elle entre en vigueur le 24 octobre 1945 et fonde l'Organisation des Nations Unies.
Cette organisation remplace la Société des Nations, qui échoue à prévenir une autre guerre mondiale. Ses objectifs premiers sont le maintien de la paix et la sécurité internationale. L'Organisation monétaire mondiale se transforme avec les accords de Bretton Woods, signés en 1944 par 44 États. Ils visent à établir un système financier plus stable, permettant notamment d'éviter les krachs boursiers comme la crise de 1929. Le nouveau système monétaire international se dote entre autres de deux organisations. Le Fonds monétaire international, FMI, qui doit gérer les crises monétaires et financières en fournissant des crédits aux pays en difficulté financière, et la Banque mondiale, qui s'attache à fournir des financements et des conseils aux pays en développement. Enfin, ce dernier conflit d'ampleur sur le continent européen est suivi en Europe de l'Ouest par une période de prospérité sans précédent, dans la foulée de la reconstruction et l'émergence progressive d'un projet d'unification politique pacifique porté en premier lieu par les deux adversaires historiques, l'Allemagne et la France. L'Allemagne est soumise à plusieurs années d'occupation. En 1949, elle est séparée en deux, l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Elle ne sera réunifiée qu'en 1990. L'Allemagne de l'Ouest et le Japon sont démilitarisés et démocratisés par les Occidentaux. Les principaux dignitaires de la hiérarchie nazie sont jugés et la plupart condamnés pour crimes contre l'humanité ou pour crimes de guerre lors d'un procès international à Nuremberg. Les chefs militaires japonais répondent de leurs exactions devant le tribunal international de Tokyo, mais l'empereur Hirohito et des criminels de guerre comme Shiro Ishii, ancien chef de l'unité 731, sont exempts de toute poursuite pour leur coopération avec les États-Unis. Un certain nombre d'ex-responsables nazis obtiennent aussi l'impunité grâce à des initiatives américaines comme l'opération Paperclip et retrouvent plus tard des postes de responsabilité. En Europe centrale et en Europe de l'Est, zone investie en 1944 et en 1945 par l'armée rouge, les partis communistes locaux prennent le pouvoir entre 1945 et 1948, sous l'influence de l'Union soviétique. Dès mars 1946, Winston Churchill, qui, pour garder la Grèce dans le giron occidental, avait consenti à un partage de l'Europe en zone d'influence par l'accord de Moscou du 9 octobre 1944, déclare qu'un rideau de fer s'est abattu à travers le continent. En Grèce, malgré l'absence de soutien de l'URSS aux communistes grecs, majoritaires dans la résistance locale, une guerre civile se prolonge jusqu'en 1949 et manque de faire basculer la Grèce dans le camp communiste, avant que le gouvernement monarchique ne remporte à grande peine la victoire grâce au soutien du Royaume-Uni. En Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Yougoslavie et Albanie, où les communistes étaient largement minoritaires, des régimes communistes sont mis en place. Le bloc de l'Est se constitue en Europe, signant le début de la guerre froide. Seul le régime communiste de Tito, qui avait en Yougoslavie une certaine assise populaire, surtout chez les Serbes, prend en 1948 une position indépendante vis-à-vis de l'URSS. Les institutions d'avant-guerre ne perdurent que dans une minorité d'États européens et asiatiques. Toutes les monarchies d'Europe de l'Est sont abolies par la construction rapide des régimes communistes, qui balayent également les entreprises, le tissu syndical et associatif et les libertés publiques de ces pays. Un référendum abolit la royauté en Italie le 10 juin 1946, elle ne se maintient en Grèce qu'au prix d'une guerre civile, et en Belgique, la question royale posée par l'attitude de Léopold III pendant la guerre ne trouve de réponse qu'avec son abdication en 1951. Au Japon, les Américains maintiennent l'empereur Hirohito, pourtant constamment tenu informé des crimes commis par ses armées, mais impose l'abolition du culte impérial qui le proclamait d'essence divine. En France, la Troisième République, rendue responsable de la défaite, cède la place à une nouvelle constitution. Partout à l'Ouest, les gouvernements s'engagent dans l'établissement des États-providence. La recherche scientifique et technique bénéficie d'une forte impulsion. La maîtrise de l'atome dans le projet Manhattan ou bien la recherche sur les fusées permettra l'avènement des programmes spatiaux. La guerre a aussi vu le premier usage massif des antibiotiques dont la pénicilline, inventée par les Britanniques, ou encore du DDT, utile aux Américains dans les marais du Pacifique. Mais, pendant 40 ans, la guerre froide empêche les scientifiques de communiquer librement entre eux et draine de nombreuses ressources et technologiques vers la sphère militaro-industrielle au détriment du développement civil. Le Royaume-Uni sort considérablement affaibli de cette guerre au lendemain des accords de Yalta et de Potsdam. On assiste au déclin des puissances coloniales. Le mouvement Quit India s'est développé durant le conflit aux Indes britanniques, les indépendantistes indiens et birmans ayant pris des formes parfois violentes. L'Indian Independence Act de 1947 prend effet à l'été 47, immédiatement suivi par la partition des Indes. La Birmanie obtient son indépendance en 1948. Par la suite, les îles britanniques connaissent une crise sans précédent, due à la reconstruction et à la restructuration de son économie. En ce qui concerne la France, il y a beaucoup de choses à dire. Au cours de la bataille de Normandie, le général de Gaulle, accueilli en libérateur par les Français, parvient à obtenir des alliés la reconnaissance de la pleine autorité de son gouvernement, le gouvernement provisoire de la République française, proclamé le 3 juin à Alger. Il fait en sorte que la France soit reconnue par le camp allié comme un vainqueur.
Cette reconnaissance lui permet d'occuper une partie de l'Allemagne et d'obtenir un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. La libération de la France s'accompagne de l'épuration d'une partie des personnes suspectées d'avoir collaboré. Les Allemands et leurs collaborateurs ont multiplié les atrocités sous l'occupation, puis pendant leur retraite. Aussi dans les territoires libérés par les résistants, et malgré les efforts de la plupart de leurs chefs et des commissaires de la République pour instaurer au plus vite une épuration légale et judiciaire, de nombreuses exécutions sont expéditives et pas toujours précédées de jugement. Environ 20 000 femmes sont tendues pour collaboration horizontale. De ce fait, des erreurs sont commises dans cette libération rapide et des innocents injustement assassinés. Les historiens estiment qu'environ 11 000 exécutions sommaires ont lieu, aux 3/4 pendant les combats. L'épuration sauvage a pu être d'autant plus brutale que la population peut avoir envie de se venger des exactions de la milice et des Allemands dans leur déroute et que le gonflement des effectifs de la résistance a permis à certains résistants de la 24e heure de se dédouaner ainsi à peu de frais. A l'opposé, certains collaborateurs sont parfois acquittés ou condamnés à de faibles peines par les tribunaux réguliers dont la majorité des juges ont prêté serment à Pétain. D'autres furent jugés par la haute cour composée de résistants, mais l'importance des condamnations décrut avec le temps. C'est ainsi qu'en 1949, le dernier accusé jugé est acquitté. Le secrétaire d'État à l'intérieur de Pétain, René Bousquet, est acquitté. Les collaborateurs n'ont été poursuivis que pour trahison, et non pour crime contre l'humanité. Le général de Gaulle empêche le développement d'une situation armée insurrectionnelle en amalgamant les mouvements ayant participé à la résistance à l'armée régulière. Non sans mal, les résistants des forces françaises de l'intérieur et des francs-tireurs et partisans sont intégrés dans l'armée régulière. L'intégration des milices patriotiques du PCF est négociée contre leur participation au gouvernement et l'amnistie de Maurice Thorez. La législation française considéra que seuls les Allemands pouvaient être poursuivis pour crimes contre l'humanité. Le procès manqué de Bousquet ainsi que les procès tardifs de Paul Touvier et de Maurice Papon sont emblématiques de cette politique ratée. Les États-Unis sortent grands vainqueurs de cette guerre et souhaitent imposer leur vision au reste du monde. Ils imposent la démocratie, particulièrement à travers l'Allemagne de l'Ouest et le Japon, à travers une épuration et un contrôle des rouages de l'État et de l'éducation. Parallèlement, ils fournissent à partir de 1947 une aide économique à la reconstruction de l'Europe, connue sous le nom de Plan Marshall. Celle-ci permet une reconstruction rapide des économies occidentales, achevée au début des années 50, et évite aux populations la tentation de s'abandonner au communisme et au néofascisme. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont, avec l'URSS, l'une des deux plus grandes puissances mondiales. Les États-Unis possèdent la première flotte de guerre, la première flotte de commerce et détiennent 75% des stocks d'or du monde. 16 millions d'Américains furent incorporés dans les forces armées des États-Unis, 407 000 y périrent, dont 292 000 sur le champ de bataille. L'après-guerre a permis de mettre en lumière des faits et des actes absolument abjects et horribles. Plusieurs rapports écrits et témoignages colligés par la section australienne des crimes de guerre du tribunal de Tokyo et analysés par l'enquêteur William Webb démontrent que les soldats japonais commirent des actes de cannibalisme à l'encontre des prisonniers alliés. Dans bien des cas, ces actes étaient motivés par la famine, mais selon l'historien Yuki Tanaka, le cannibalisme était souvent une activité systématique menée par des escouades entières et sous le commandement d'officiers. Selon le témoignage de nombreux prisonniers comme le soldat indien Atam Ali, les victimes étaient parfois dépecées vivantes. Les plus hauts gradés connus ayant pratiqué le cannibalisme sont le lieutenant-général Yoshio Tachibana, qui avec 11 membres de son personnel a été jugé pour avoir fait décapiter et manger un aviateur américain en août 1944 à Shichijama, et le vice-amiral Mori pour avoir mangé un prisonnier lors d'une réception tenue en février 1945. La différence majeure entre la Première et la Seconde Guerre mondiale vient notamment de l'aviation, qui amène avec lui les bombardements aériens. À l'automne 1937, la violence des bombardements de Nankin et de Canton entraîna une résolution de blâme du comité aviseur de l'Extrême-Orient de la Société des Nations à l'encontre du Japon. Lord Cranbourne, le sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères de Grande-Bretagne, émit sa propre déclaration d'indignation. Les mots ne peuvent exprimer le sentiment de profonde horreur avec lequel la nouvelle de ces raids a été reçue par le monde civilisé. Ils sont souvent dirigés contre des endroits éloignés de la zone d'hostilité réelle. L'objectif militaire, s'il existe, semble prendre une place secondaire. Le but principal semble être d'inspirer la terreur par le massacre des civils. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'arme nucléaire est utilisée par les États-Unis pour les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Le nombre de victimes immédiates est estimé à 70 000 pour Hiroshima et 30 000 pour Nagasaki. Le nombre d'habitants étant très mal connu à cause des mouvements de population en temps de guerre, d'autres estimations montent à 237 000 victimes. Les bombardements allemands ont détruit toute la vieille ville de Varsovie, le centre de renaissance de Rotterdam et une grande partie de la City de Londres. Beaucoup de villes biélorusses, ukrainiennes et russes ont été sévèrement endommagées et ont perdu leur centre ancien lors de leur conquête par les Allemands ou de leur reconquête par l'armée rouge.
En France, Bordeaux est le seul grand port de la côte atlantique française à sortir à peu près indemne de la guerre, mais les centres médiévaux de Caen et de Rouen ont été ravagés par les bombardements américains et les combats de rue. Vienne et Budapest ont été endommagés lors de leur conquête par les soviétiques. Cependant, des joyaux tels qu'Oxford et Cambridge n'ont jamais été bombardés, ni Athènes ou Venise. Paris a peu souffert dans son patrimoine, alors que les Allemands ont fait sauter tous les ponts de Florence en août 1944, sauf le Ponte Vecchio, le plus ancien et le plus prestigieux. La fin du conflit planétaire ne signifie pas le retour à la paix, loin de là. Des guérillas à la fois anti-soviétiques et anti-allemandes continuent à se battre aux confins de l'Ukraine et des pays baltes jusqu'en 1946, voire jusqu'à la fin des années 40. La Grèce dès décembre 1944, la Chine en 1945 sombre dans la guerre civile jusqu'en 1949, tandis que de longues guerres d'indépendance commencent immédiatement en Palestine, en Indonésie et en Indochine. En Indochine française, le Viet Minh prend le contrôle d'une partie du territoire au cours de l'épisode dit de la Révolution d'août. Son chef, Ho Chi Minh, proclame le 2 septembre l'indépendance de la République démocratique du Vietnam. La situation débouche l'année suivante sur la guerre d'Indochine. Aux Indes orientales néerlandaises, coupées de leur métropole par l'occupation japonaise, Sukarno proclame le 17 août 1945 l'indépendance de l'Indonésie. L'opposition des Pays-Bas débouche sur la période dite de la Révolution nationale indonésienne. En Algérie française, le massacre de Sétif, survenu le jour même de la capitulation allemande, annonce la future guerre d'Algérie. Le travail de reconstitution historique de cette période est toujours en cours et sujet à de nombreuses controverses propres à exacerber les sensibilités nationales. La collaboration française sous Vichy en est un bel exemple. Les affrontements violents entre collaborateurs et résistants en France, en Italie ou dans les Balkans ont causé des traumatismes durables, et le conflit meurtrier en ex-Yougoslavie a vu ressurgir explicitement bien des vieilles rancunes. En Asie, les habitants des pays limitrophes du Japon restent inquiets du révisionnisme japonais, d'autant que le gouvernement du Japon d'après-guerre a toujours fait preuve d'ambiguïté concernant son rôle pendant la période impérialiste, à l'image des visites répétées de personnalités politiques japonaises au très controversé sanctuaire Yasukani, ou encore du problème des manuels scolaires japonais qui tendent à embellir le passé du Japon. Des peuples entiers sont presque décimés. Les 3/4 des juifs d'Europe ont péri par la suite du génocide. Le plus terrible s'est produit en Europe centrale et orientale. La Pologne a perdu 18% de sa population, la Yougoslavie plus de 10% et la Biélorussie entre 25 et 33%. Combats, pillages, terres brûlées et sabotages ont ravagé l'économie. Les populations en sortent démunies. Un grand nombre de pays demandent également réparation de guerre à l'Axe. Les Pays-Bas vont jusqu'à proposer un plan d'annexion d'une partie de l'Allemagne et renvoient en Allemagne les citoyens allemands ayant aidé le Reich lors de son occupation du pays. La Seconde Guerre mondiale est un chapitre sombre de notre histoire qu'il ne faut pas oublier. Comprendre les causes, les conséquences et les mécanismes de ce conflit, c'est se donner les moyens que ça ne se reproduise jamais. En rendant hommage aux victimes et en combattant toutes les formes de discrimination et de racisme, nous pouvons œuvrer pour un monde plus sûr et un monde de paix. C'était Loïs, merci d'avoir écouté et à très bientôt. Ciao.